Vous pensez savoir comment fonctionne la politique. Vous allumez la télévision et voyez des débats enflammés à l'Assemblée nationale. Vous regardez les ministres prononcer de grands discours, leurs mots résonnant dans l'hémicycle sacré. Vous voyez les décomptes finaux d'un vote, l'aboutissement de ce qui semble être une féroce bataille démocratique. Vous croyez, tout naturellement, que c'est là que les décisions sont prises, que le destin de la nation se forge dans le feu de l'argument public. Mais ce dont vous êtes témoin n'est que le dernier acte d'une très longue pièce. Ce spectacle visible, ce drame télévisé, ne représente que 20% du processus politique. Les 80 autres pourcents se déroulent loin des caméras, dans l'ombre du pouvoir. Je vais lever le voile pour vous. Ces 80% cachés, c'est là que le vrai travail est accompli. C'est un monde de couloirs silencieux, de réunions, à huis clos, de piles infinies de documents techniques. C'est un univers d'appels téléphoniques, tardifs, d'emails stratégiques et de briefings confidentiels qui ne font jamais la une des journaux télévisés. Les lois qui régissent votre vie ne naissent pas des discours passionnés que vous entendez. Elles sont conçues, rédigées et affinées bien avant d'atteindre le public. Les débats que vous voyez ne sont souvent que la ratification formelle de décisions prises des semaines, des mois, voire des années plus tôt. Ce qui apparaît comme un choc d'idées spontané est, en réalité, une performance soigneusement chorégraphiée, la conclusion publique d'un processus délibérément maintenu hors de vue. La surprise n'est pas que la politique ait des coulisses. La surprise, c'est son ampleur. Pensez-y comme à un iceberg. La partie que vous voyez, celle qui scintille au soleil, n'est qu'une fraction de l'immense masse invisible qui se cache sous la surface. C'est dans cette partie immergée que réside le véritable pouvoir, là où la direction du navire d'État est réellement déterminée. C'est un écosystème complexe d'influence, d'expertise et de négociation qui façonne la législation avant même qu'un seul vote ne soit exprimé. Comprendre cette réalité est le premier pas pour voir la politique, non pas comme un spectacle à consommer, mais comme un système complexe à scruter. L'illusion de transparence est puissante, mais ce n'est qu'une illusion. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est simplement la mécanique de la gouvernance moderne. Le processus de création des lois est long, ardu et intensément technique. Il exige un niveau de détail et de spécialisation qui ne peut tout simplement pas être capturé dans un segment d'information de 2 minutes ou un échange parlementaire spectaculaire. Ce que vous voyez, la partie visible de la politique, c'est l'Assemblée nationale, c'est la scène. Les lumières sont vives, les caméras tournent. Ici, les députés prononcent leur discours, interpellant le gouvernement et votent. Tout semble incroyablement décisif. Lorsqu'une loi est adoptée ou rejetée, cela ressemble à la conclusion définitive d'un processus démocratique. On nous fait croire que ces moments sont le cœur de la prise de décision. Nous regardons l'éloquence passionnée, les joutes procédurales et le décompte final. Et nous pensons avoir assisté à l'élaboration de la loi. Mais ce n'est que la validation finale et publique d'un long et tortueux voyage qui a commencé loin de ces salles ornées. La réalité est que lorsqu'un projet de loi arrive en débat, son sort est souvent déjà scellé. La vraie bataille a déjà été menée. Dans les bureaux silencieux des ministères, où les conseillers politiques ont rédigé le texte initial. Lors de réunions de partis à huis clos, où la stratégie politique a été élaborée et les amendements prénégociés. À travers un échange incessant de mémos d'analyse juridique et de notes techniques que vous ne verrez jamais. Les députés qui prennent la parole n'improvisent pas, ils exécutent un plan. Ils sont armés d'éléments de langage, d'arguments préparés et d'instructions précises, tous élaborés pendant la phase invisible du processus. Considérez le processus législatif comme une longue chaîne d'événements. Le débat à l'Assemblée, le dernier maillon, les maillons précédents, lieux inaccessibles au public et à la plupart des journalistes. Salles de réunion anonymes, fonctionnaires collaborateurs politiques, experts juridiques qui se penchent sur des textes denses. Déjeuners discrets où des accords sont conclus entre factions politiques. Les mots à la tribune sont soigneusement choisis, non pas pour persuader les opposants sur le moment, mais pour envoyer un message au public, à leurs électeurs ou aux parties prenantes. Toute la structure de notre consommation médiatique renforce cette illusion. La télévision se nourrit de conflits, de drames et de résultats clairs. Un débat parlementaire offre les trois. C'est un spectacle captivant. Le travail lent, minutieux et souvent fastidieux de rédaction de la législation ne fait pas de bonne télévision. Ainsi, on nous montre la conclusion excitante tandis que le travail préparatoire crucial reste dans l'ombre. Les votes semblent décisifs parce qu'ils sont l'aboutissement d'un consensus préétabli ou d'une lutte de pouvoir prédéterminée. Alors,
Qui écrit réellement les lois qui régissent la France? C'est rarement le ministre dont le nom est attaché au projet de loi. Ce n'est presque jamais le député qui le défend passionnément à la télévision. Les véritables auteurs sont une cohorte de figures anonymes mais puissantes. Les conseillers spécialisés au sein des cabinets ministériels, les hauts fonctionnaires, les experts juridiques du Conseil d'État. Parfois, le travail est externalisé à des cabinets de conseil externes ou à des cabinets d'avocats spécialisés. Ce sont les ghostwriters de notre code juridique. Ils travaillent sans relâche, souvent tard dans la nuit, examinant chaque mot, chaque virgule, chaque clause. Leur rôle est précis et absolument critique. Ce sont les architectes du texte juridique. Leur travail, traduire une vaste ambition politique en un texte législatif cohérent, juridiquement solide et applicable. Ils sont chargés de rédiger les articles, de corriger les erreurs techniques et de simplifier des idées complexes dans le langage rigide de la loi. Ils naviguent dans le labyrinthe des réglementations existantes pour s'assurer que le nouveau texte s'intègre sans créer de contradictions juridiques. Ils anticipent les contestations juridiques potentielles et essaient de rédiger la loi pour qu'elle résiste à l'examen du Conseil constitutionnel. Ces personnes n'apparaissent pas à la télévision. Vous ne connaissez pas leur nom. Pourtant, ce sont elles qui tiennent sur la plume. Les députés et les ministres deviennent le visage public et les signataires officiels d'un texte qu'ils n'ont pas personnellement écrit. Leur rôle? Donner l'orientation politique, défendre le projet de loi, obtenir les votes nécessaires à son adoption. Mais le travail technique complexe de rédaction est délégué à cette armée invisible d'experts. Ce n'est pas nécessairement un échec du système, c'est une reconnaissance de sa complexité. Un ministre ne peut pas être expert en droit, en économie et en politique sociale à la fois. Ils comptent sur leurs équipes. Le député qui dépose un amendement peut présenter un texte remis par un spécialiste. Cela crée un écart démocratique important. Les personnes que nous élisons valident souvent un travail effectué par des technocrates non élus et non responsables. La signature au bas de la page appartient aux politiciens, mais la paternité intellectuelle et juridique appartient à quelqu'un d'autre. Ce processus collectif et souvent anonyme signifie que la véritable origine d'une disposition juridique peut être difficile à retracer. Le langage du droit est un code spécialisé, et ceux qui le maîtrisent exercent un pouvoir immense. Ils savent qu'un seul mot peut modifier les droits de millions de personnes, et ils effectuent cette chirurgie délicate loin du regard du public. Une fois qu'un projet de loi commence à prendre forme, un autre ensemble d'acteurs invisibles entre en scène. C'est le monde de l'influence, un domaine de pression parfaitement légal, très organisé, mais souvent extrêmement discret. Nous parlons de lobbying. C'est une activité reconnue et réglementée, mais son travail le plus efficace se déroule hors caméra. Les entreprises. Les associations professionnelles. Les organisations non gouvernementales emploient toutes des lobbyistes pour représenter leurs intérêts. Ils n'usent pas de menaces illégales. Ils s'engagent dans l'art subtil de la persuasion. Ils fournissent des notes détaillées, proposent des amendements clés en main, financent des études scientifiques et obtiennent des réunions avec des conseillers clés et des fonctionnaires. Leur objectif est de façonner la loi pour favoriser leurs intérêts, bien avant qu'elle ne devienne un sujet de débat public. Les méthodes sont sophistiquées et profondément ancrées dans le processus législatif. Par exemple, une grande entreprise pourrait commander une étude d'impact économique détaillée à une firme réputée qui se retrouvera ensuite sur le bureau d'un conseiller ministériel clé. Cette étude, remplie de données et de projections, fera valoir qu'une certaine disposition du projet de loi serait préjudiciable à l'économie, ou, inversement, qu'un changement proposé créerait des emplois. Une fédération industrielle pourrait rédiger une série d'amendements avec les justifications légales et les fournir directement à un groupe de députés amis. Ces députés pourront alors présenter les amendements comme les leurs. Ce n'est pas de la corruption, c'est le fonctionnement standard de l'influence moderne. Ce processus ne se limite pas aux puissants intérêts corporatifs, bien qu'ils aient certainement plus de ressources. Les associations de citoyens, les groupes environnementaux et les syndicats s'engagent également dans cette activité. Eux aussi rédigent des rapports, rencontrent des fonctionnaires et proposent des modifications à la législation. Cependant, le terrain de jeu n'est pas égal. Une multinationale peut se permettre d'embaucher une équipe d'avocats et de spécialistes des affaires publiques de premier ordre, qui connaissent le système de fond en comble. Ils savent exactement qui appeler et quel langage utiliser. Un petit groupe de citoyens, en revanche, doit compter sur le bénévolat et la mobilisation publique. La bataille pour l'influence est souvent une bataille de ressources, et elle se déroule dans les coulisses du pouvoir, et non aux nouvelles du soir.
Le résultat est que de nombreuses dispositions de nos lois n'ont pas leurs origines dans l'esprit de nos élus, mais dans les documents stratégiques de groupes d'intérêt. Vous pourriez penser qu'une nouvelle réglementation environnementale provient du programme écologique du gouvernement, mais une exemption clé qu'elle contient a peut-être été rédigée par l'équipe juridique d'un grand pollueur industriel. Vous pourriez croire qu'un allègement fiscal a été conçu pour aider les petites entreprises, alors qu'en fait, il a été magistralement élaboré par un grand consortium financier. Ces influences sont souvent divulguées dans les registres publics, mais les détails des discussions et le véritable impact des efforts de lobbying restent largement cachés à la vue du public. Un autre puissant bouclier pour les 80% invisibles est la complexité pure et simple. Le droit moderne est un dédale de jargon technique de renvoi de procédures administratives. Les documents qui constituent la base de la législation, études d'impact, avis juridiques du Conseil d'État, rapports administratifs, font souvent des centaines de pages. Ils sont rédigés dans un style dense et inaccessible, impénétrable pour le citoyen moyen et même pour la plupart des journalistes. Cette complexité n'est pas toujours intentionnelle, mais elle a pour effet de créer une barrière. Elle garantit que seul un petit cercle de spécialistes peut véritablement comprendre et participer au travail détaillé d'élaboration des lois. Cette barrière technique est une forme de pouvoir. Lorsqu'un débat est formulé en termes très techniques, il exclut les non-experts. Un député pourrait vouloir s'opposer, mais il peut être réduit au silence par un ministre ou un rapporteur qui brandit un rapport technique complexe. Le Conseil d'État a approuvé cette formulation. Pourrait-il dire ou l'étude d'impact montre que votre proposition est irréalisable. Ces arguments sont difficiles à contrer sans un niveau d'expertise équivalent. Les documents techniques, souvent produits par l'administration même qui propose la loi, deviennent des armes inattaquables. De plus, le calendrier politique joue un rôle crucial. Les gouvernements utilisent souvent des procédures accélérées pour faire adopter rapidement les projets de loi par le Parlement. Laissez peu de temps pour un examen approfondi. Lorsqu'un projet de loi complexe est débattu en quelques jours seulement, qui a le temps de lire l'étude d'impact de 500 pages ? Ou de faire des recoupements avec les dizaines d'articles juridiques qu'elle modifie ? Seuls les experts qui y travaillent depuis des mois. Cela crée un déséquilibre fondamental de l'information. Le gouvernement et son équipe de spécialistes ont une avance considérable, tandis que l'opposition et le public se démènent pour rattraper leur retard. La rapidité du processus devient un outil pour limiter le contrôle démocratique. C'est pourquoi les débats télévisés finaux peuvent être si trompeurs. La discussion effleure souvent la surface, se concentrant sur quelques points symboliques et facilement compréhensibles. Les détails véritablement importants, enfouis au fond des annexes techniques du projet de loi, ne sont jamais mentionnés. Un changement dans une seule norme technique, cachée à l'article 42, pourrait valoir des milliards à une industrie particulière, mais il ne fera jamais l'objet d'un reportage aux heures de grande écoute. La complexité du processus sert de filtre garantissant que les décisions les plus importantes et souvent les plus controversées sont prises par un petit groupe d'initiés loin des regards inopportuns de l'attention publique. Alors, que faire ? La première étape est un changement d'état d'esprit. Nous devons cesser de considérer la politique comme un spectacle. Nous devons abandonner l'idée que les débats télévisés constituent toute l'histoire. Il est temps de regarder au-delà de la scène et de commencer à prêter attention aux coulisses. Nous devons cultiver un nouveau type de curiosité civique qui ne se contente pas des récits simplifiés qui nous sont présentés. Cela signifie apprendre à lire la politique différemment. Cela signifie rechercher les sources primaires, les propositions législatives, les études d'impact, les rapports des commissions parlementaires, les avis des organismes de réglementation. Ces documents sont souvent publics, mais rarement médiatisés. Cela demande une nouvelle vigilance. Nous devons commencer à poser des questions simples mais puissantes. Qui a écrit cet article ? Quels groupes d'intérêt ont été consultés lors de la rédaction de ce projet de loi ? D'où vient cet amendement ? Qui a financé ce rapport d'experts ? Suivre l'argent. Suivre la piste des documents sont des pratiques fondamentales du journalisme que tout citoyen peut adopter à plus petite échelle. Nous devons prêter attention non seulement à qui parle à la télévision, mais aussi à qui rencontre qui à huis clos. Les registres publics des lobbyistes sont un point de départ. Ils nous disent qui tente d'influencer la loi. C'est à nous de relier les points. Ce n'est pas un appel au cynisme, mais à une citoyenneté active et informée. Une démocratie saine ne repose pas sur une foi aveugle en ses institutions. Elle repose sur l'examen constant et critique de ses citoyens.
Les 80% de la politique qui se déroule hors caméra ne sont pas intrinsèquement sinistres, mais leur invisibilité les rend vulnérables aux abus. La lumière du soleil, comme on dit, est le meilleur désinfectant. En éclairant ces processus cachés, nous pouvons les rendre plus responsables. Nous pouvons exiger une plus grande transparence sur qui rédige nos lois et quels intérêts elles servent. Nous pouvons nous donner les moyens de devenir plus que de simples consommateurs passifs du spectacle politique. En fin de compte, l'objectif est de récupérer une partie de notre démocratie qui a été cédée aux experts et aux initiés. Cela demande des efforts. Cela demande de la lecture. Cela demande de la remise en question. Mais si vous voulez vraiment comprendre comment le pouvoir fonctionne, vous devez être prêt à regarder là où les caméras ne pointent pas. Le spectacle politique est conçu pour capter votre attention, mais la vraie histoire se déroule ailleurs. Commencez à la chercher. Lisez les rapports. Suivez les influences. Questionnez les sources. Une démocratie qui fonctionne a besoin de plus que d'électeurs. Elle a besoin de citoyens curieux et vigilants. Offrons à notre système politique le regard attentif qu'il mérite. Pour vraiment comprendre comment notre société est gouvernée, nous devons déplacer notre attention des 20% visibles vers les 80% invisibles où réside le véritable pouvoir. Ce n'est pas un complot, c'est la mécanique, et vous pouvez l'observer. La lumière du soleil est entre vos mains.